Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de la ligne pélican.com. Aujourd'hui, je suis entourée de Sandra Widmer-Joly et Géraldine Juge, nos deux expertes en matière de deuil à la ligne pélican.com. Nous accueillons Madame Alix Noble qui répond à nos questions et qui participe à ces réflexions autour de la thématique du deuil. Alors, bonsoir, bonsoir Alix Noble, tout d'abord, puisqu'en fait, vous êtes notre invité de ce soir sur la thématique du deuil, le deuil en ces temps sanitaires inédits. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, Alix, afin de pouvoir dire en fait quel est votre travail et ce que vous faites. Dites-moi. Alors, le travail que je fais, je suis thanatologue, ce qui est déjà un terme un peu barbare et nouveau, hein. Je m'occupe de tout ce qui a trait à la question de la mort. On va peut-être cibler sur ce que le festival, le Toussaint Festival et l'association Deuil. Le Toussaint Festival est un festival qui a lieu toutes les années à la Toussaint et qui aborde une thématique délicate autour de la question de la mort et du mourir. C'est pas du tout difficile à trouver puisque toutes les thématiques sont un peu délicates par rapport à cette question de la mort. Cette année, on devait s'occuper de la question du suicide et à cause du Covid, le festival est renvoyé. Ce qui nous permet de développer beaucoup plus notre association Deuil où en fait l'idée est de pouvoir trouver des professionnels qui s'occupent tous de façon spécifique d'une problématique que la mort pose actuellement, ce qui n'était pas nécessaire avant. Mais aujourd'hui, par exemple, les pompes funèbres sont très importantes. Ceux qui s'occupent des cérémonies après, comme Géraldine, ceux qui s'occupent d'un accompagnement laïque, comme Sandra, mais aussi ceux qui font le suivi de deuil. Il y a des psychologues avec des approches très spécifiques. Il y a du coaching qu'on peut faire aussi. Enfin voilà, donc l'idée est de réunir autant de professionnels qu'on peut trouver pour répondre à des besoins extrêmement spécifiques des personnes en deuil qui, au fond, ne savent même pas au moment où elles entrent en deuil, si on peut appeler ça comme ça, entrer en deuil, ce qui ne serait pas si idiot comme formule d'ailleurs, qui ne savent pas ce dont elles ont besoin, sachant que Voilà. le deuil est quelque chose qui va aller toucher en moi un aspect que je vais découvrir dans ce processus. Donc, du coup, l'idée est de proposer de façon extrêmement large un éventail d'aides spécifiques, non concurrentielles. Voilà, c'est un peu ça que je fais. Alors effectivement, à la ligne Pélican, nous avons deux personnes qui répondent justement aux questions des personnes, enfin des personnes touchées, des individus touchés justement par le deuil. Donc il y a Sandra qui est là avec nous, Sandra Widmer-Joly, et puis Géraldine Juge. Donc toutes les deux, je vous laisse vous présenter peut-être à tour de rôle pour qu'on sache un petit peu qui on a à l'écran. Sandra peut-être en premier ou Géraldine, à vous de choisir. Allez-y. Sandra. Géraldine. Vas-y, Géraldine. Alors moi, j'ai fondé Separate Ways, qui est un service funéraire. J'accompagne les familles dans l'organisation de la célébration funéraire. Et je m'occupe aussi de toutes les démarches administratives qui suivent le décès d'une personne. Et je suis donc experte à la ligne Pélican pour guider les familles au mieux dans ces premières étapes du deuil, que ce soit dans l'organisation de la célébration, de toutes les démarches administratives à faire, et aussi pour des personnes qui ont des questions en termes de prévoyance funéraire, parce que c'est aussi, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent tout organiser de leur vivant. D'accord. Merci Géraldine. Sandra, je te laisse te présenter également. Alors, je suis donc officiante laïque en funérailles. C'est une passion. C'est quelque chose que j'aime énormément et ce métier me plaît beaucoup. J'accompagne donc des familles dans un moment qui est charnière. Donc, ils viennent de perdre une personne qui leur est chère. Et je les accompagne à à dire au revoir à cette personne décédée. Et c'est un peu présomptueux, j'essaye de faire sens. Enfin, si on peut parler de ça, donc vraiment de dire au revoir pleinement et de sortir du lieu, d'une chapelle ou d'un lieu de mémoire où ils puissent dire, OK, ben voilà, maintenant je peux entrer tranquillement dans le deuil. Je reprends tout à fait ce que vous avez dit, Madame Noble. Entrer en Entrer dans le deuil. deuil, c'est vraiment ça. En fait, la cérémonie permet ça. On dit au revoir, on essaye de le faire, ben, évidemment, au mieux, on fait tout, on écoute les familles, on retranscrit, on dit, on officie le jour J pour que ces personnes entrent en deuil
le plus calmement possible, si on veut. Voilà. Donc, Alors, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu particulière, puis en plus, on est à la veille de la Toussaint, donc c'est un petit peu la raison de cette initiative de faire aussi cette vidéo, cet entretien, avec cette chance justement d'accueillir Alix Noble ce soir. Donc, moi, j'ai un petit peu potassé Alix pour savoir quand même, parce que vu que ce n'est pas mon expertise, hein, je me suis dit, bah, il faut quand même que je puisse poser des questions Ah qui oui, fassent sens. Ah, bah oui, ah, voilà. Donc, j'ai adoré un entretien que vous avez donné récemment à la RTS, où j'ai entendu parler de ce temps d'apnée. Ce temps d'apnée qu'on a aussi dans les relations toxiques, puisque moi, je suis experte en relations toxiques. Et je voulais que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous entendiez par temps d'apnée. J'ai trouvé ces termes extrêmement forts. Et dans le deuil, peut-être, vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par là. alors je ne sais plus où c'était. Oui, c'est pas grave. Euh, L'apnée, le temps d'apnée, alors ça peut être juste après l'annonce du décès, il y a cette espèce de temps où on plonge. Et c'est probablement ce dont Sandra parlait. Et c'est là qu'il y a les rites qui sont extrêmement importants. Et là, on vient de finir, j'avais un petit peu le retard tout à l'heure parce qu'on vient de finir des podcasts où on interviewe des podcasts avec des gens qui ont vécu un suicide d'un proche pour la thématique de cette année et qui racontent un peu ce qu'ils ont vécu, puisque les experts, au fond, d'une certaine façon, c'est eux. Et c'est vraiment impressionnant de voir que, quel que soit le contexte de la mort, ce temps d'apnée est nécessaire pour pouvoir entrer justement en deuil. L'apnée, c'est ce moment de chute où on ne pense pas, on fait, pour autant que des gens soient là pour nous épauler et nous aident à faire. Et cette espèce de moment de traversée pour faire va pouvoir initier en effet le moment du deuil, qui va être individuel, qui va avoir une longueur, alors là, bien malin, qui peut dire combien de temps ça va durer. Mais du coup, c'est ce qui ouvre cette entrée en deuil. Vous parlez justement de cette façon, en fait, ce rythme qui est unique en fait pour chacun hein, dans la digestion de l'événement. Ce rythme qui peut être plus ou moins long, hein, ce que vous disiez, ce rythme qui est vraiment personnel. Alors, vous avez parlé aussi du suicide, hein, qui est une thématique dramatique. Et là aussi, la digestion pour les proches, forcément, elle est très, très personnelle. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est très particulier et vraiment c'est impressionnant de pouvoir. On a fait trois podcasts cet après-midi et de voir vraiment à quel point l'expérience est universelle. On a tous perdu, on va tous perdre. L'humain a dû développer des choses pour pouvoir justement traverser cette première vague. Ben oui, on est en Covid, cette première vague. Et puis ensuite, le deuil lui-même est éminemment individuel et personnel. C'est-à-dire que ça va être un rendez-vous de la personne avec elle-même, parce que tout à coup, qui est la personne va être manifeste pour la personne elle-même. Et c'est là que moi j'interviens alors dans cette espèce de suivi et de coaching. En fait c'est du coaching, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de présentation de la personne à elle-même, elle ne se connaît pas dans ce contexte de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de tremblement de terre ou d'effondrement. Et elle va devoir, si elle le souhaite, parce qu'il y a une volonté, il y a un contrat avec elle-même qui va être fait, de pouvoir s'accompagner elle-même. Et ça, c'est, au fond, si on devait trouver un sens à la question de la mort et du deuil, ce serait celui-là. Qui suis-je et comment apprendre de ce qui m'arrive pour pouvoir m'équiper pour la fois prochaine. Et en fait, c'est extrêmement dynamique, si on le veut bien. C'est pour ça que dans le contexte de deuil, on a développé la notion de deuilleur, qui est une notion d'anthropologie et qui n'est pas du tout utilisée traditionnellement pour ce que vit l'endeuillé, mais le deuilleur est celui qui, enfin, c'est cet endroit de la personne qui se dresse pour dire, d'accord, je vais faire ce parcours et je vais m'accompagner, mais pour ça, j'ai besoin de, parfois d'un coach, c'est ce que je fais, pour pouvoir apprendre qui je suis en termes de compétences et de fragilité. On s'est tous constitués au travers de notre petite enfance et de notre culture et de la société dans laquelle on est, mais on ne le sait pas. On ne sait pas quelles sont nos fragilités et nos compétences. Et c'est
dans des moments aussi radicaux que la perte extrême qu'on peut le découvrir. Ceci dit, il y a peut-être des gens qui vivent, par exemple, des déménagements qui, pour d'autres, seraient Qui vraiment... sont des réels tremblements de terre, des Et qui effondrements de sont des valeur qui peuvent tremblements de être terre. aussi, voilà. La seule personne qui peut évaluer ce qu'elle vit, c'est la personne elle-même. Oui, tout à fait. Donc ce processus de deuil, effectivement, que vous décrivez, et puis en même temps, cette mort qui est un peu taboue dans nos sociétés, mais qui aujourd'hui, avec ce qu'on vit justement avec la crise sanitaire, devient un quotidien avec lequel on apprend à vivre même dans les médias. Voilà, il y a tant de morts aujourd'hui, il y a tant de personnes touchées, et puis derrière, forcément, le rayonnement que ce mort ou ces morts annoncées peuvent avoir avec toute la dynamique des funérailles, des cérémonies, de ces gestes symboliques, de cette symbolique autour du deuil. Alors, comment le vivent les personnes que vous approchez aujourd'hui, puisqu'il y a ce drame de peut-être pouvoir pas forcément accompagner la personne jusqu'au bout, d'incompréhension par rapport aux mesures peut-être qui pourraient être prises, etc. De mon côté, enfin, eu par téléphone certaines familles ce printemps à qui il fallait annoncer qu'il n'y aurait pas forcément de cérémonie ou alors qu'elle serait dans la stricte intimité. Le maximum, c'était 20 personnes. Et ça dépend aussi des différents lieux dans lesquels on célèbre. Mais ça a été très, très compliqué parce que les gens, ils se sont dit, mais ça n'a aucun sens, en fait, d'organiser une célébration si on est, si on est que 20 parce que c'était une personne très entourée, une grande famille, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, on préfère faire la cérémonie plus tard, quand pas forcément en fin de confinement, mais en tout cas quand ça sera un petit peu calmé. Et c'est ce qui a pu être, enfin c'est ce que j'ai pu expérimenter. C'est vraiment très très difficile parce que les funérailles, c'est on va dire la première étape du deuil. Il y a le décès et le début commence en fait par, ce début de processus de deuil commence par la cérémonie et on a besoin de rendre hommage, on a besoin de faire, de prendre acte et de faire de cette célébration un acte communautaire, on va dire, et c'est très très difficile de se dire que c'est quelque chose qui va être repoussé à plusieurs mois. Donc il y avait plusieurs alternatives comme filmer une célébration en direct et l'enregistrer. Mais bon, ça reste honnêtement, même si je trouve que c'est évidemment mieux que rien, c'est pas la même chose que d'avoir autour de nous toute une assemblée qu'on peut serrer dans nos bras après la cérémonie, avec qui on peut partager un verre d'amitié. Et c'est pas la même chose que de le vivre devant une caméra. Donc Puis en même voilà. temps, des fois, il y a des personnes qui veulent aussi une cérémonie en toute intimité, hors, on Bien va dire, sûr. crise sanitaire. Et ils veulent cette cérémonie en toute intimité. Donc, on va dire, le nombre de personnes n'est pas forcément non plus, on va dire, limitant pour certaines autres. Alors, est-ce que ça va changer cette dynamique du deuil, d'avoir eu des interdits et puis peut-être de retomber dans une situation normale? Comment est-ce que vous voyez les choses par Ce qui rapport est justement à cette... très intéressant, si je peux me permettre, c'est que le Covid, moi je l'appelle le grand retour de la mort, c'est que tout à coup, ce qui était normal, parce que le nombre de cérémonies dans l'intimité est légion, Bah oui. on ne va pas voir le mort. Donc c'est des choses importantes à dire, Mhm. qu'en fait, le Covid nous fait regretter des choses que par ailleurs, on vit tout le temps. Et c'est ça qui est d'extraordinaire, c'est que tout à coup, parce qu'il y a un événement extérieur, on ressent des besoins qu'on ne manifestait pas avant. Le besoin de la communauté, le besoin du rite, le besoin du groupe, le besoin de voir le mort ou d'accompagner le mourant, ce qui, la plupart du temps, ne se fait pas. Non, depuis l'avènement des soins palliatifs, c'est-à-dire depuis 1950, 60 en gros, le moment de la mort est souvent important. Il faut qu'on soit là au moment D'accord. de la mort. Ce qui pose le gros problème de savoir quand c'est le moment de la mort, ceci dit. Mais c'est très intéressant de voir que les choses sont en train de revenir. C'est-à-dire de devenir plus humaine. C'est ce qu'on Grâce est au en train Covid, de dire. on découvre ce qui nous manque Ouais. et on ne le savait pas. Ce qui Et c'est vrai. est d'ailleurs l'histoire du deuil, c'est quand quelqu'un n'est plus là qu'on découvre qui il était. Donc le côté du caché fait apparaître des choses. Tant que ces choses ne sont pas cachées, on ne les connaît pas. C'est le principe, si je peux parler comme ça, c'est le principe même de la disparition. C'est quand quelque chose n'est plus là qu'on réalise ce qui était là.
C'est comme ça que l'humain fonctionne. Un peu bête, hein, mais plus que le tabou de la mort, on est vraiment dans le, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le refus absolu de la séparation. Exactement. Moi, voilà. Et la séparation nous terrifie, on la déteste, on ne la veut pas. On préfère rester dans ce qu'on appelle ça maintenant les zones de confort, où en fait, ce n'est pas si terrible que ça, mais on ne se sépare, on n'a plus les outils et la sagesse de savoir que la séparation précède la croissance. Il y a une perception du temps qu'on n'a plus, c'est-à-dire que l'instant a pris toute la place, alors que traditionnellement, l'instant était un maintenant qui était tenu entre un avant et un après. Et dans les générations d'avant, cette conscience qu'on venait d'ailleurs et qu'on allait ailleurs, elle n'était pas choisie, elle était comme ça. C'était les grandes religions qui s'occupaient de nous le rappeler régulièrement, les rites calendaires, etc., etc. Donc on était toujours dans des périodes de mue, on savait toujours à quelle période de vie on appartenait. Aujourd'hui, avec la valorisation et l'énergie posée sur l'individu, on a retrouvé une situation qui n'est plus là depuis l'époque des cavernes, ce qu'est le maintenant. Aujourd'hui, on n'est que dans l'instant. Et mon contemporain déteste la notion de séparation. Et il identifie la séparation avec la fin, alors que la séparation est le début de la croissance. Mais ça, il ne faut pas parler de ça parce qu'on déteste. Mais effectivement, le moment de la séparation fait partie aussi d'une cérémonie donc, funèbre. Et effectivement, donc, elle obéit à quatre parties. Et effectivement, la séparation, quand on commence à parler séparation avec nos familles, c'est là où tous les ressentis, tout ressort, le chagrin, la colère. La période de Covid a quand même a amené énormément de colère. Les gens arrivaient dans les chapelles, donc à 20, à 5, enfin bref, des nombres limités qui reviennent maintenant, suivant quelle chapelle, en tout cas à Genève, je vois des 35, enfin je veux dire, ça va être difficile effectivement d'officier. Mais alors, il y a beaucoup de sentiments et beaucoup de colère, donc il faut aussi qu'on gère ça, mais c'est un moment de plusieurs séparations, donc on fait plusieurs deuils. Et quand Nathalie, tu disais, oui, cette période de Covid, je ne sais plus comment tu disais ça, mais effectivement, il y a beaucoup de deuil à faire dans cette période-là que nous vivons. Il n'y a pas seulement la perte d'un être cher qui s'en va, mais il y a aussi le fait qu'on ne vit plus la même chose et qu'il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens enfin, il y a vraiment plusieurs pertes. Donc, on est vraiment dans un travail de deuil successif à faire. Et c'est vrai que quitter quelqu'un qu'on n'a pas pu toucher, embrasser, juste pour dire au revoir et juste dire « je t'aime », c'est excessivement difficile. Et c'est vrai que maintenant, cette deuxième vague est là. Et j'espère juste que les gens vont pouvoir prendre congé de leurs défunts, vraiment, ou des personnes qui vont pouvoir les accompagner en fin de vie, parce que c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai eu quelques familles qui n'ont pas pu le faire et il y avait vraiment une colère énorme par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait un peu souci. Donc je sais que le personnel médical est absolument extraordinaire et ils font des miracles. Et je sais que, voilà, ce sera sûrement possible. Alors, je crois que, oui. Il y a eu une initiative extrêmement intéressante de, comment il s'appelle, Nago Humbert, au canton de Neuchâtel, mais il y en a eu d'autres, j'ai appris qu'il y en avait eu d'autres, mais simplement on ne l'a pas su parce que les médias n'en ont pas parlé, de cérémonies publiques, mais symboliques, qui ont été médiatisées. C'est-à-dire que adieu à tous les morts qui sont morts pendant la durée du Covid. Il y a quelque chose qu'il faudra qu'on refasse. Mon souci à moi, c'est que ça m'a beaucoup frappé de voir que les médias, nous, on travaille avec les médias, puisque c'est comme ça qu'on est connus. Et les médias se sont beaucoup mobilisés au début du Covid. Donc, il fallait toujours aller raconter, enfin, répondre aux mêmes questions, en gros. Et mon souci, c'est que maintenant, j'ai l'impression que les médias ne veulent plus se faire l'écho de ça et veulent passer à autre chose. Et que l'idée de seconde vague nous touche et que maintenant on en a marre et qu'au fond c'est beaucoup moins intéressant de parler de la mort. Je me demande dans quelle mesure on ne va pas se retrouver dans une espèce de politiquement correct de « allez, il faut qu'on parle d'autre chose ». C'est un deuxième déni. Ouais.
Je sais pas. Effectivement, moi je pense qu'il y aura sûrement de ça parce qu'il faut maintenir les personnes dans quelque chose de plus optimiste. Allez, on va vers quelque chose de… Allez, on y va, ça va aller, on va Ah, vers le mieux. mhm. Ouais. Et on refuse de parler de ce qui va pas, quoi. C'est Alors, pas, est-ce que justement maintenant l'accompagnement du défunt se fait différemment? J'ai entendu justement que dans les hôpitaux, ils laissaient venir les proches une fois par jour ou voir peut-être la personne qui serait oui, en fin de vie. Est-ce que ça va forcément, il y a forcément ça du évolue? mieux à maintenant. Il faudra voir jusqu'où on sera débordé. Moi, je trouve que ce sur quoi il faut que nous, on insiste, les professionnels de la chose, c'est absolument faire la cérémonie de souvenir à laquelle tout le monde dit plus tard, quand les circonstances le permettront, on le fera. Ma grande crainte, c'est qu'on ne le fasse pas. Comme ce qui se passe pour les crémations, c'est-à-dire qu'on fait tout l'événement autour de la crémation, on sait bien qu'un jour, il faudra faire cette dépose d'urne et on ne le fait pas. Les urnes restent et il faut refaire une deuxième cérémonie. La chose intéressante pour le Covid, c'est qu'on a vu pour la première vague qu'il y a des gens qui ont fait cette deuxième cérémonie. Très souvent, c'est avec les cendres. Et moi, je me suis dit, tiens, alors que j'ai un peu de peine avec la crémation comme nouveau rite, je me suis dit, c'est assez génial la crémation parce que ça permet de faire une deuxième cérémonie un peu plus tard avec peut-être toute la communauté. Alors que le Covid nous force à une cérémonie dans l'intimité, ce qui est le cas dans la plupart des cas et du temps. Et puis la dépose des cendres, ça pourrait être le moment d'une cérémonie, cette fois bien faite, complète, avec une communauté, avec des gens qui s'embrassent, un repas après, et qu'au fond, il y aurait quelque chose d'intéressant à ça. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Je trouve qu'effectivement, les cendres, c'est ce qui nous permet justement de refaire une deuxième cérémonie ou alors une seule et même cérémonie. C'est-à-dire qu'on dit au revoir avec la personne qui est décédée et après, on se dit, voilà, avec les cendres, on fait une cérémonie avec notre communauté en nous réunissant tous ensemble et effectivement en essayant de se prendre dans les bras comme on peut. Et voilà, c'est pas toujours évident. Les gestes sanitaires voilà. Ne le permettent pas. Ouais, ouais, c'est ça qui est parfois difficile. Moi, j'en ai fait avec l'urne et c'est vrai que ça donne la possibilité justement de se réunir plus de personnes, davantage de personnes et dans d'autres lieux que les chapelles Ah justement. oui. On leur dit, voilà, vous êtes à 174 personnes, 175, vous êtes à 98, vous êtes à 35, enfin voilà, dans d'autres lieux. En extérieur, c'est extraordinaire. Et alors là, ça donne toute la magie du moment, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui veulent, Covid ou pas, hein, organiser des célébrations dans des lieux qui sont chers aux défunts, mais c'est pas forcément possible en termes de logistique avec le cercueil, ou même c'est simplement pas permis parce que le propriétaire refuse qu'il y ait un cercueil qui soit dans ce lieu. Et c'est vrai que moi, même avant le Covid, déjà organisé des célébrations avec l'urne et ça laisse justement libre cours enfin, ça laisse le choix à la famille de réserver un lieu qui est proche, qui est cher aux défunts. Donc, c'est quelque chose qui se fait justement un peu plus avec le Covid, avec ces reports de cérémonie. Et je trouve ça très beau. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui est dit? Parce qu'on vous écouterait des heures, hein, personnellement, voilà, à la veille de la Toussaint, peut-être aux personnes qui nous écouteraient. Alors, peut-être en ordre de parole, je vous laisse choisir. La première qui a quelque chose, elle le manifeste. Sandra, je te vois à l'écran, je ne sais pas si… Alors écoute, moi j'ai juste envie de dire cette période est importante parce qu'on pense à toutes celles et tous ceux qui sont partis. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important de se souvenir, de se remémorer. Un souvenir, un moment. Les cimetières sont remplis de ces beaux chrysanthèmes jaunes, oranges, rouges. Mais on peut aussi allumer une bougie chez soi et penser à ceux qu'on a perdus. Et je suis en pensée avec tous ceux et celles qui sont partis, mais aussi toute leur famille. Donc voilà, on est tous ensemble, une communauté élargie, on va dire. Voilà. Merci. Et moi, je dirais que la Toussaint a ceci d'intéressant que quand c'est, je ne sais pas quel mot employer, quand c'est une période précise, c'est pas tout le temps.
3 jours, c'est pas tout le temps. Quelque part, c'est pas partout. Et tout ce qu'on peut trouver qui est organisé autour d'un temps spécifique et d'un lieu spécifique, c'est du bénéfice complet parce que ça dégage et ça cadre. Un événement cadré prend une place correcte et il arrête d'envahir toute la vie et tous les espaces. Oui, oui, après ces belles conclusions de Sandra et Alix, non, moi j'ai aussi une pensée pour toutes ces familles qui ont perdu un proche cette année du Covid ou pas. Mais je pense que c'est important qu'il y ait ces quelques jours pour commémorer les défunts. Il faut sans doute qu'ils pensent à eux tous les jours et il n'y a pas forcément besoin de la Toussaint pour ça, mais je pense que c'est important de commémorer et malgré les circonstances, j'espère qu'ils pourront le faire au mieux. Super. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup toutes les trois pour ce partage, cette table ronde hein, qu'on a fait comme ça de façon complètement naturelle. Et puis, je vais rajouter justement à la fin de cette petite vidéo tous les liens pour les actualités de chacune, notamment Alix Nob qui a justement un livre hein, qui sort le 1er novembre. Donc, Alix, vous pouvez dire peut-être quelques mots sur ce livre qui va sortir? Le Oui, titre et, voilà. alors ce livre, enfin, je suis conteuse à la base, enfin, pas à la base, mais je suis aussi conteuse, et j'ai énormément d'histoires dans ma besace. Et puis pendant le Covid, pendant le confinement, eh ben, je me suis dit que c'était le moment de passer la main et de rassembler toutes les histoires et puis de les donner, oui, de les donner en fait comme conteur. On a notre. Et du coup, il y aura un livre qui va paraître comme ça par saison. Le prochain sera sur les contes de Noël pour la saison d'hiver. Et puis là, il se trouvait que pour la Toussaint, ça tombait bien, c'est l'automne. Et puis il y a j'ai beaucoup de contes sur la mort. Les contes sont une façon très agréable d'aborder les choses en toute vérité, puisque c'est un mensonge. Voilà, mais un joli mensonge. Parfait. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez voilà, donné à la ligne Pélican. Et puis, ben, je vous invite à nous suivre sur la lignepélican.com quand vous aurez vous-même le temps de le faire. Et puis d'ici là, bien, voilà, profitez, prenez soin de vous. Adoptez les gestes barrières, c'est ce qu'on dit maintenant, hein, c'est un petit peu les formules de politesse. Donc, adoptez et respectez les gestes barrières. Et puis, à bientôt.